Bonjour à tous. Bon, deuxième partie de la FAQ dans laquelle je vais répondre à la question de Orweldon et à la question de Gaël, qui me demande quels sont mes films préférés. Et Gaël, tu me demandes de faire un top 5, mais je me suis dit que c'était un petit peu trop restrictif et que je risquais d'être un peu frustré. Donc j'ai décidé de faire un top 30. Et je vous rassure, je vais vraiment pas m'attarder sur chacun des films, parce que sinon on en a pour des heures. Donc gardez en tête que c'est un classement subjectif forcément, et que c'est un classement complètement évolutif, puisque mes goûts changent et que peut-être que je vous donnerai pas le même classement dans 2 ans, et je vous aurais peut-être pas donné le même classement il y a 2 ans. Mais voilà mon classement aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voulais faire une liste de mentions honorables, puisqu'il y a tout un tas de films dont je ne vais pas pouvoir parler, que j'ai pas pu rentrer dans mon top 30. Donc dans le désordre des films que j'aime bien, mais qui ne sont pas dans le classement, vous avez La Cité de Dieu, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Black Swan, Easy Rider, Akira, Le Péril Jeune, Batman Return, Le Silence des Agneaux, la trilogie Clapiche, donc avec l'auberge espagnole, les poupées russes, etc. The Rover, Good Time, Casino, la trilogie Pusher, L'Impasse, Predator, Kogan, La mort en douce, Memento, Le Loup de Wall Street, Alien 1 et 2, Creed, Un prophète, L'Impasse, Synecdoche New York, Dans la peau de John Malkovich, Les promesses de Londres, A History of Violence et Vengeance de Johnny To avec Johnny Hallyday, c'est pas une blague. Et donc pour commencer avec la 30e place, j'ai mis The Master de Paul Thomas Anderson. J'hésitais à mettre There Will Be Blood puisque je l'aime à peu près autant et il est plus accessible peut-être que The Master. Il a peut-être une narration disons plus classique. Mais je sais pas pourquoi The Master est un film qui m'a un peu plus imprimé, je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, qui m'habite un petit peu plus. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Je sais qu'il m'a fallu plusieurs visionnages avant de comprendre un peu de quoi parlait le film, ce que le réalisateur voulait me montrer. Et à mesure que je l'ai revu, donc j'ai dû le revoir 3 4 fois, ouais, je me suis rendu compte que ce film m'imprégnait, infusait de plus en plus. Donc si vous l'avez vu une première fois et que vous ne l'avez pas forcément aimé, donnez-lui peut-être une deuxième chance. Numéro 29, Lost in Translation de Sofia Coppola. Je pense que tout le monde l'a vu, donc c'est pas la peine que je m'étende sur le sujet. Mais je pense que voilà, je l'aime beaucoup en grande partie à cause de Bill Murray, ou grâce à Bill Murray, puisque c'est un acteur dont je suis complètement fan, enfin j'aime tout ce qu'il fait. Et j'aurais pas du tout parié sur le duo Scarlett Johansson-Bill Murray, mais il s'avère que ça fonctionne à merveille. Et voilà, la scène de tournage pour une pub de whisky avec le cotto cotto cotto, je crois que je m'en remettrai jamais, ça me fera marrer à vie. Numéro 28, Before Sunset de Richard Linklater. Alors celui-là, j'imagine qu'il y a moins de personnes d'entre vous qui ont dû le voir, et ça fait partie d'une trilogie donc qui commence par Before Sunrise et ensuite il y a Before Midnight. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder la trilogie dans l'ordre. Et ce que j'aime dans ce film, c'est... Le pitch en fait serait tout pourri si je vous le racontais, mais ce qui marche super bien, c'est l'alchimie qu'il y a entre les deux acteurs principaux, qui sonne juste comme je crois que j'ai jamais vu au cinéma. Numéro 27, Wayne's World de Penelope Spheris. Alors bon, c'est une des rares comédies que j'aime assez pour la mettre dans un top 30. Et voilà, c'est le film culte par excellence, je pense que tout le monde connaît. Par contre, je n'ai jamais vu la version française. Je sais qu'elle est faite par les nuls et qu'apparemment elle est génialissime. Mais je connais tellement les répliques de la version anglaise par cœur que j'arrive pas à me faire à l'idée de la tenter en français. Donc je pense que je passerai jamais le cap. Numéro 26, Halloween de John Carpenter. Alors ça, c'est un classique, figurez-vous, que j'ai vu il y a quelque chose comme 2 3 ans pour la première fois. Et ouais, je rechignais assez à le voir puisque je suis pas un grand fan de films d'horreur déjà de base. Et je me disais que j'allais voir un film super vieillot, et c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli en fait, qui a déjà 40 piges, et je sais pas ce qu'il y a de particulier dans ce film. Il y a une ambiance, que ce soit entre la bande-son de John Carpenter, justement aussi, et toute la première partie, tout le prélude où tu vois cette silhouette avec un visage blanc traîné dans les suburbs américains. Je sais pas, il y a une atmosphère que j'ai jamais retrouvée dans un seul slasher par la suite. Donc voilà, film culte et je comprends pourquoi. Numéro 25, Drive, donc ça, bon, ça fait partie des films cultes des gens de ma génération, donc c'est pas très original, mais voilà, excellente bande-son, excellente mise en scène, j'ai adoré le côté parenthèse enchantée en fait de cette histoire.
qui est obligé de se terminer mal, qui culmine du coup dans la scène de l'ascenseur que j'ai trouvé génialissime. Et j'aime beaucoup aussi la fin ouverte, je sais qu'elle a un peu fait parler, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans, qui aimeraient savoir ce qui se passe pour le driver, mais moi je trouve ça assez génial justement cette fin où tu sais pas si le mec va mourir ou s'il part, ou si c'est un aventurier qui part vers de nouvelles aventures, ou je sais pas, voilà, le mec qui réalise que le bonheur lui est impossible et que en restant là il ne peut mettre qu'en danger la femme qu'il aime, et qui choisit de partir, qu'il meurt ou pas, je sais pas, je trouve cette fin géniale, je trouve ce film génial. Donc numéro 25. Numéro 24, Holy Motors de Léos Carax. Donc ça, j'imagine que c'est plutôt les cinéphiles d'entre vous qui ont dû aimer ce film, ou du moins le voir. Et j'encouragerais quand même les gens qui sont plutôt habitués à des films grand public à regarder ce film, parce que certes vous allez être décontenancé, mais je pense que vous verrez jamais des films comme ça 2 fois dans votre vie. Et voilà, la prestation de Denis Lavant est exceptionnelle. Je peux pas vous dire, si vous l'avez pas vu, de quoi il s'agit, et même si vous l'aviez vu, vous auriez du mal de toute façon à résumer. Mais voilà, je peux que vous encourager à voir ce film. Numéro 23, j'ai mis à la fois The Dark Knight de Christopher Nolan et à la fois Batman de Tim Burton, parce que j'arrive pas à les départager. Voilà, Batman c'est mon super-héros préféré et le Joker c'est mon méchant préféré de tous les temps. Donc j'ai adoré ces 2 films, je trouve qu'ils rendent chacun assez bien hommage aux 2 personnages, et bon, je pense que ça tient beaucoup au fait qu'il y ait le Joker dans le film, parce que les autres Batman, certes je les ai bien aimés, mais ce qui marche le mieux, c'est les 2 antithèses que sont, les 2 complémentarités que sont Batman et le Joker, et donc voilà, j'arrivais pas à départager Jack Nicholson de Heath Ledger. J'ai choisi comme un lâche de mettre les 2 à la même place. Numéro 22, Avengers Infinity War des frères Russo. Donc, je sais qu'il y en a qui vont râler puisqu'ils trouvent que The Dark Knight c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Moi, il s'avère que Avengers a refait naître en moi l'enfant qui était fan de comics. Quand j'étais petit, j'étais pas vraiment fan de comics, en fait j'adorais ça, mais mon père était pas... mes parents voulaient pas forcément m'en acheter beaucoup, ils me donnaient un petit peu d'argent de poche, donc des fois je m'en achetais, mais je pouvais pas en mater beaucoup. Par contre, j'adorais aller dans les bouquineries et mater les couvertures, feuilleter les comics, et du coup je voyais tout un tas de personnages super colorés, tout un tas de super pouvoirs, et je fantasmais sur qui étaient ces gens-là. Et il y a Thanos qui revenait beaucoup, je savais pas qui était ce mec, mais j'avais compris que c'était un danger conséquent, et je trouve dingue voilà, ce qu'ils ont fait en un seul film, d'arriver à rassembler autant de personnages et d'arriver à avoir une histoire qui se tienne, et je trouve ça assez génial, je trouve ça super cool qu'ils aient assumé le côté super pop et coloré qui me manquait vachement dans les précédents films des frères Russo. Et ouais, en fait, le film tient en très grande partie uniquement sur le personnage de Thanos, qu'ils auraient pu foirer parce que ça fait 10 ans qu'ils nous le teasent, et je trouve que c'est super réussi. Donc voilà, pour moi c'est un méchant déjà culte, peut-être pas au niveau de Dark Vador, mais pas loin en dessous. Alors, numéro 21, je voulais mettre un film de James Gray. En fait, j'ai mis peu de films, j'ai essayé de faire en sorte de mettre peu de films des mêmes réalisateurs, parce que sinon, mon classement serait plein de Martin Scorsese, de Tarantino, etc. Donc là, j'ai voulu mettre un James Gray, j'ai hésité entre The Yard et La Nuit nous appartient, j'ai mis La Nuit nous appartient, que j'aime, qui me touche plus. En fait, j'ai l'impression d'être touché à chaque fois qu'un film parle de rapport père-fils ou de rapport entre frères, et là, dans ce film, il y a les 2. Et je le trouve excellent. Il y a des scènes marquantes, comme la scène de course-poursuite sous la pluie, dans un silence super oppressant qui m'a énormément marqué, que je trouve assez génial. La scène aussi pareil, dans un silence assez glaçant, dans l'usine de production de cocaïne. Bref, ceux qui l'ont vu reconnaîtront. Les autres, foncez dessus si vous ne l'avez pas vu, c'est un classique. Numéro 20, si mon chat veut bien me laisser enregistrer, Spring Breakers d'Harmony Korine. Alors celui-là, j'en ai déjà parlé et je vais me répéter, mais si vous ne l'avez pas vu, ne vous fiez pas à la bande-annonce, ne regardez pas la bande-annonce, matez le film directement et matez-le avec des écouteurs ou au moins avec des bonnes enceintes,
parce que le son est vachement important. C'est un film qui a un côté un peu trip sensoriel, enfin je me rassure, il y a une histoire à suivre quand même, et donc voilà, il faut vraiment s'immerger dedans. Et c'est un film que j'aime pour une autre raison, c'est qu'il dépeint des personnages qui pour moi sont des gros beaufs, mais il ne les juge à aucun moment, il les rend même assez touchants. Donc voilà, j'étais assez surpris de passer du rire presque aux larmes dans la scène Britney Spears, pour ceux qui l'ont vu. Et c'est de quoi je parle. Numéro 19, Snowpiercer de Bong Joon-ho. Alors celui-là, j'en ai déjà pas mal parlé dans ma chronique sur les Final Twists. Donc si vous n'avez pas vu ma chronique sur les Final Twists, ne la regardez pas tout de suite puisque je spoil à fond. Mais allez voir ce film si vous l'avez raté. Je sais qu'il n'a pas fait énormément d'entrées en salle. Mais pour moi, c'est un énorme chef-d'œuvre. Je trouve la construction, enfin la géographie du film, si on peut dire, génialissime. Non, je vais pas en dire plus, je vais pas trop spoiler, mais c'est un film qui nous prouve que Chris Evans est vraiment un bon acteur, et rien que pour ça, ça vaut le détour. Numéro 18, Mad Max Fury Road de George Miller. Donc, je pense que c'est pas la peine de m'étendre sur le film, puisque tout a déjà été dit dessus, puisqu'il est sorti il y a pas longtemps, à l'époque où il y avait déjà énormément de youtubeurs cinéma. Mais voilà, je trouve complètement dingue à quasiment, je crois, 80 piges de réaliser un film aussi furieux, c'est le cas de le dire, un film qui s'arrête pas pendant 2 heures et qui pourtant n'est pas ennuyeux. C'est un film qui est un modèle de narration, bien que ce soit de l'action permanente, et c'est un excellent exemple de show don't tell, il y en a tout un tas. Il y a un plan notamment qui m'a énormément marqué, quand il passe de nuit dans un endroit plus ou moins marécageux et que on te filme un paysage où tu vois marcher des gens avec des échasses. Mais voilà, l'univers a pas besoin d'être expliqué, tu comprends très bien que ces gens se sont habitués à leur environnement. Voilà, c'est ce genre de petits détails que je trouve géniaux dans Mad Max Fury Road. Mais voilà, le film est bon notamment dans sa double dynamique, je suis désolé, mon chat est insupportable, dans sa double dynamique de quête du héros, et il y a les mecs de Cinefuzz, dont j'ai déjà dû vous parler de cette vidéo, je crois, qui ont fait une excellente vidéo sur le sujet, donc je vais vous mettre le lien dans la description ou en surimpression, et voilà, allez voir cette vidéo et dites-leur bonjour de ma part. Numéro 17, Logan de James Mangold. Alors, ce film, je l'attendais en craignant pas mal, puisque les deux premiers films Wolverine étaient passables pour le second et très mauvais pour le premier. Et voilà, Wolverine fait partie de mes super-héros préférés depuis mon enfance, puisque j'ai grandi avec les dessins animés X-Men, la série de dessins animés X-Men. Et j'espérais quand même pas mal de choses, puisque la bande-annonce avait été géniale sur une de mes chansons préférées, en plus de Johnny Cash. Bref, il avait tout pour me plaire, et le film a même dépassé mes espérances. Je trouve que c'est une fin excellente à la saga aux aventures de Wolverine au cinéma, et mention spéciale à l'actrice dont j'ai pas noté le nom, j'aurais dû, qui est excellente. Les enfants acteurs, c'est souvent une plaie, et je sais pas où est-ce qu'ils l'ont dégoté, mais elle est génialissime. Numéro 16, Le Prestige de Christopher Nolan. Donc là c'est pareil, j'aurais pu mettre pas mal d'autres films de Christopher Nolan, mais Le Prestige est mon préféré. Je saurais pas exactement dire pourquoi, je crois que j'aime beaucoup la dynamique de rivalité entre les deux magiciens, et la question du sacrifice, jusqu'où doit-on se sacrifier, quelle part de soi est-ce qu'on doit sacrifier pour son art, et du coup j'aime énormément ce que ça dit, le discours autour du cinéma, puisque là encore ces deux magiciens sont un peu des avatars du réalisateur, et la magie en fait est une métaphore pour parler de cinéma. Et comme je l'ai dit encore une fois dans ma vidéo sur les Final Twists, ça a un discours que je trouve assez osé sur les effets spéciaux numériques au cinéma. Bref, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez la toute fin de mon épisode sur les Final Twists. Bref, Le Prestige, numéro 16. Numéro 15, je voulais mettre un film de la trilogie Cornetto, et j'ai choisi Shaun of the Dead. J'aime tous les films de la trilogie Cornetto. Objectivement, Hot Fuzz est peut-être meilleur, il est peut-être mieux maîtrisé.
mais j'ai un attachement plus particulier à Shaun of the Dead, puisque c'est avec lui que j'ai découvert Edgar Wright. J'avais pas vu non plus la série, je crois qu'elle s'appelle Spaced. Je sais pas si vous saviez qu'Edgar Wright avait fait avec Nick Frost et Simon Pegg une série avant de faire des films avec eux. La série aussi est très bonne, donc regardez-la si vous ne l'avez pas fait. Et voilà, Shaun of the Dead, il fallait en choisir un des trois, c'est mon préféré. Numéro 14, Old Boy de Park Chan-wook. Je pense que vous avez tous dû le voir, donc c'est pas la peine de vous dire en quoi ce film est culte. Et pas la peine de vous dire que j'aime le plan séquence du film, qui est peut-être le meilleur plan séquence du monde. Donc voilà, Old Boy numéro 14. Toujours dans les films coréens, j'ai mis au-dessus de Old Boy, donc il y en a peut-être qui vont me contredire, mais voilà, j'ai mis The Chaser de Na Hong-jin. Je sais pas si vous l'avez vu, je pense qu'il est moins connu en France, et je le trouve excellent, je le trouve surprenant. Je peux pas vous dire grand chose sur ce film, parce que sinon je vais vous spoiler, mais tu en sors aussi rincé que le personnage principal, et rien que ça, je trouve ça assez dingue. Donc ouais, si un truc que j'aime beaucoup dans ce film, et qu'on retrouve dans Memories of Murder ou dans pas mal d'autres films asiatiques, et que je trouve super rafraîchissant, vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est que le héros tombe. Dans les films américains, si le héros se casse la gueule, c'est un drame, et là, les héros sont complètement chancelants, et je sais pas pourquoi, ça me plaît, donc j'avais envie d'en parler. Bref, peu importe, The Chaser numéro 13, si vous ne l'avez pas vu, foncez, il est génial. Numéro 12, Broken Flowers. Donc bon, j'ai déjà fait une vidéo, j'en ai parlé un petit peu en long et en large. Je sais pas pourquoi j'aime autant ce film, et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'en parle, j'ai envie de le voir. Là, en écrivant, en faisant ma liste, j'ai eu envie de le revoir. Je sais pas pourquoi, j'ai déjà dû le voir au moins 5 ou 6 fois. Je pense que c'est encore dû au fait que Bill Murray soit le personnage principal, et je sais pas si le film aurait autant marché, aurait autant fonctionné si ça n'avait pas été Bill Murray, mais peut-être que oui, puisque je trouve le dispositif assez génial, l'idée de voir ce mec qui a pas eu le courage de s'engager dans la vie, qui a été lâche toute sa jeunesse, si on peut dire, et qui aujourd'hui est seul comme pas permis, qui est un zombie total, qui voit la fin de sa vie arriver, et ce vieux beau va avoir un espoir de peut-être avoir un semblant de vie qui revient, mais non, c'est trop tard. Donc voilà, je trouve que ça peut paraître moralisateur comme je le dis, donc c'est pas ce que cherche à faire le film. Donc je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, puisque j'imagine que peu d'entre vous ont dû le voir. Et voilà, ne serait-ce aussi que pour ces actrices qui sont toutes resplendissantes, pour le dispositif que je trouve super poétique de voir une personne voyager dans les vies qu'il a ratées, retrouver des personnes qui ont marqué sa vie et réaliser qu'il les a peut-être pas comprises, ou je sais pas, enfin bref, ce film a l'air de rien, et il est génialissime. Numéro 11, C'est arrivé près de chez vous de Rémi Belvaux. Voilà. Est-ce qu'on peut faire plus culte que ce film? Je pense pas. Si je vous dis Pigeon, si je vous dis La Brique Rouge, si je vous dis Mamie Tromblon, si je vous dis Gamin, si je vous dis Le Petit Grégory, voilà, vous directement, vous voyez à quelle scène je fais référence. Chaque scène est culte, chaque réplique est culte. Si vous ne l'avez pas vu, mais foncez. Et un truc que je peux vous garantir, en fait, c'est que vous verrez jamais deux fois un film comme ça dans votre vie. Il n'y a pas d'autres films comme ça n'existe pas. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Donc ouais, si vous n'aimez pas Benoît Poelvoorde, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment pas, puisqu'il a fait tout un tas de comédies de merde. Mais voilà, là, matez ce film, vous changerez d'avis, c'est un one-man show, bon, il y a quasiment que Poelvoorde à l'écran, donc si vous l'aimez pas, ça risque d'être compliqué, mais croyez-moi, vous changerez d'avis si vous l'avez pas vu. Matez, c'est arrivé près de chez vous, on peut pas faire plus culte. La première fois que vous allez le voir, vous allez vous demander ce que vous venez de voir. Moi, je vous avoue que je l'ai vu à 18 piges, j'ai été choqué en sortant, parce que j'ai eu du mal à comprendre à quel point ce que je voyais était de l'humour, mais c'est une comédie, et c'est à mourir de rire. Mais bon, je pense que ça sert à rien de toute façon de vous dire d'aller le voir, puisque je pense que vous avez déjà tous dû le voir. Numéro 10, je voulais mettre un film de David Fincher. J'ai hésité entre Fight Club et The Social Network. The Social Network, c'est en fait son film qui paraît le plus anodin, et je sais pas pourquoi, c'est celui que j'ai le plus de plaisir à voir.
Mais j'ai quand même mis Fight Club, puisque voilà, ça fait partie des films cultes de ma jeunesse, ça fait partie des films qui ont fait de moi un cinéphile. Donc, pareil, pas la peine que je vous parle de Fight Club, vous le connaissez tous par cœur. Donc, Fight Club numéro 10. Numéro 9, Whiplash de Damien Chazelle. Il fallait bien que ça arrive. J'ai fait aussi une vidéo dans laquelle j'en parle en long et en large. Donc, je sais pas si c'est la peine que je m'étale un peu plus, mais voilà. Ce film a été une claque. Comme pour Broken Flowers, dès que j'en parle, dès que j'en entends parler, j'ai envie de le revoir. Je pourrais le revoir demain, maintenant, s'il fallait, enfin bref. Les deux acteurs principaux sont géniaux. Je suis un fan de musique, donc forcément ça me parle. Encore une fois, la thématique du sacrifice, de ce qu'on doit sacrifier de soi-même pour son art est super présente et marche à merveille. Le travail sur le son, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, mais c'est génial. La mise en scène est dingue. La scène de fin est une de mes scènes préférées au monde. Si vous n'avez pas vu Whiplash, matez-le, c'est un des classiques instantanés de ces 5-6 dernières années. Numéro 8, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. Ce film a pas très bien marché au cinéma, il est devenu culte par la suite lors de son exploitation en vidéo, et c'est vraiment un film qui plaît à tous les publics. Je crois que tous les gens qui ne l'avaient pas vu, y compris ceux qui n'aiment que les films grand public, l'ont aimé. C'est un film, je ne sais pas pourquoi, qui touche tout le monde et qui, moi, me touche particulièrement, puisque dès qu'il est question, encore une fois, voilà, de filiation, etc., ça me parle énormément. J'adore le futur réaliste qu'il dépeint. J'adore ce que ce film dit de l'humanité. J'aime la mise en scène, c'est même pas la peine que je vous en parle, puisque voilà, le film est connu pour ça. D'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo, un bon plan dessus, dans lequel je parlerai d'un plan séquence du film, sachant qu'il ne s'agit pas du plan séquence avec qui se passe dans la voiture, il ne s'agit pas du plan séquence de guérilla urbaine à la fin. Je vous dis pas duquel il s'agit, mais je vous tease un petit peu en n'étant pas sûr que je fasse la vidéo. Bref, ce film est excellent. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas vu. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous ne pouvez que l'aimer. Numéro 7, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Encore un film culte. Là, de toute façon, on arrive dans le top 10, ça peut être que du lourd. Donc, pareil, je ne sais pas si c'est la peine que je vous en parle plus que ça. Un truc que j'aime bien dans ce film, c'est que j'aime bien les œuvres qui sont bicéphales. Dans la musique, par exemple, j'adore quand il y a des morceaux qui shiftent complètement en cours de route. Par exemple, Fat City Strut de Mandrill, si vous aimez le funk, écoutez ça. En plein milieu du morceau, ça part complètement en couille. Donc voilà, j'aime ça dans la musique et j'aime ça aussi dans les films. Et voilà, là on a un exemple type avec la première partie qui est la plus culte, toute la partie dans le camp d'entraînement avec le sergent-chef qui est exceptionnel. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous adorent la VF de ce film et ne le matent qu'en VF, mais matez-le en VO, c'est encore mieux. Et voilà, j'adore ce que ce film dit sur la nocivité de l'Amérique, certes, mais voilà, la nocivité de l'homme. C'est pas un film qui offre beaucoup d'espoir, et bizarrement, j'aime ça. Numéro 6, dans le genre nocivité humaine aussi, j'ai mis Scarface de Brian De Palma, que je viens de mater hier soir de nouveau et que je ne me lasse pas de mater. C'est pas la peine non plus, je m'étale sur le sujet puisque vous l'avez vu forcément plein de fois aussi. Mais un truc que j'avais oublié, c'est que je me souvenais que ça critiquait énormément le rêve américain, mais j'avais oublié qu'il y avait tout un sous-texte donc sur le communisme aussi. Et donc le film, en pleine guerre froide, met dos à dos le capitalisme extrême et le communisme, et j'avais oublié ce sous-texte, et finalement je le trouve encore plus intéressant de fait. Donc voilà, film culte, que dire de plus. Numéro 5, dans le genre culte, voilà, j'ai mis Pulp Fiction de Tarantino. J'aurais pu mettre n'importe quel Tarantino puisque je les aime tous, mais Pulp Fiction, voilà, ça fait partie des films que je suis obligé de regarder jusqu'au bout si je tombe sur une minute du film. Je pense qu'on est tous pareils, voilà, Palme d'Or, etc. C'est pas la peine que je m'étende sur le sujet. Donc, Pulp Fiction, numéro 5. Numéro 4, encore un film culte, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.
Donc je pense que vous l'avez tous vu, c'est pas la peine que je m'étende sur le sujet, mais si je peux vous donner un conseil, si vous ne l'avez vu que la version qui doit faire 2 heures, la version classique si on peut dire, je vous conseille de mater la version longue, la version Director's Cut qui doit faire plus de 3 heures, puisque ce que j'adore dans ce film, c'est la sensation de plonger avec le personnage principal dans la folie, et c'est con à dire, mais plus la plongée est longue, plus c'est efficace. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous dire en quoi ce film est culte, mais matez la version Director's Cut si vous ne l'avez pas fait. Alors on arrive dans le top 3, et troisième, j'ai mis The Shining de Stanley Kubrick. C'est pas forcément le film que j'ai le plus vu au monde, mais c'est le film qui me marque le plus. En fait, si tu me demandes mon film préféré, je sais pas pourquoi celui-là vient en premier. Objectivement, c'est pas mon film préféré, mais ça fait partie des films, sans mauvais jeu de mots, qui me hantent. Et je pense que ne pas être le seul, puisque vous devez savoir qu'il y a tout un tas de théories complètement farfelues sur ce film. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le documentaire Room 237, Room 237, qui parle justement de ça, de toutes les interprétations autour du film, et de tout ce qu'on peut voir dans une œuvre, et de tout ce qu'on peut projeter soi-même dans une œuvre. Matez ce documentaire, il est monstrueux, il est assez génial. D'ailleurs, si je parlais d'Apocalypse Now avant, si vous n'avez pas vu, je crois que le documentaire sur le tournage de ce film, c'est Heart of Darkness, si je dis pas de bêtises. Matez-le aussi, ça ne fait que renforcer le statut culte d'Apocalypse Now. Mais pour en revenir donc voilà à The Shining, c'est je sais pas, il y a une ambiance particulière. Tu sens que ce film ne te veut pas de bien. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un truc très très creepy, et ouais, on a l'impression que je sais pas, le film me semble presque. Enfin, je sais pas. Il y a une sensation que j'arrive pas à décrire, mais ce film me hante encore. Numéro 2, Les Affranchis de Martin Scorsese. Pareil, j'ai pas mis d'autres films de Martin Scorsese, puisque j'aurais pu en mettre plein dans le classement. Mais s'il fallait en retenir un seul, ce serait celui-là. Peut-être parce que j'ai un attachement particulier, puisque je crois que c'est le premier que j'ai vu. Et c'est, je crois, le film que j'ai le plus vu au monde, avec peut-être Maman j'ai raté l'avion, mais ça compte pas parce que j'étais enfant. Mais Les Affranchis, voilà, c'est pareil. Si je prends le film en cours de route, je peux pas m'arrêter. Voilà, je l'ai vu plus de 10 fois au moins. Et pour moi, c'est ce que Scorsese a fait de mieux. C'est culte à tous les étages. Le duo De Niro, Joe Pesci est monstrueux. Ray Liotta en acteur principal est monstrueux aussi. Il y a un côté qui accélère en permanence dans ce film. Il y a un côté, vous avez tous dû le voir aussi, voilà. Mais donc peut-être que vous me direz que c'est pas le meilleur film de Scorsese. Ça reste mon préféré. Et enfin, numéro 1, j'ai spoilé dans la précédente vidéo, donc vous savez de quoi il s'agit, c'est pas un secret, mon film préféré au monde, c'est Le Parrain de Francis Ford Coppola. Le 1, pas le 2, puisque y a beaucoup de gens qui disent que le 2 est meilleur, mais je sais pas pourquoi, je préfère le premier. Le 3, bon, en effet, il est beaucoup plus raté, mais il vaut quand même le coup d'être vu pour ce qu'ils ont fait du personnage de Connie, qui est joué, comment elle s'appelle, par Talia Shire. Je trouve qu'on ne dit pas assez de bien de sa prestation et de son personnage dans l'épisode 3. Donc pour moi, c'est la seule chose excellente à garder de l'épisode 3. Et donc, Well Done, tu me posais la question de pourquoi Le Parrain est un grand film. Je pourrais en parler pendant des heures, du coup j'ai fait une liste parce que je sens que sinon je vais me perdre, donc ça va être un petit peu chiant, je vais lire à haute voix. Mais donc, ce qui me touche en premier lieu, déjà c'est l'histoire, comme je le disais pour La nuit nous appartient, c'est une histoire de famille avec une relation père-fils et des relations entre frères, ça me touche à chaque fois, donc là ça me touche particulièrement. J'ai mis aussi les acteurs, forcément, Pacino, Brando, Duval, que des acteurs cultes, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans ce film. Les personnages que je trouve très bien écrits, qui sont archétypaux, mais je trouve ça super bien géré et super efficace. J'ai mis aussi donc l'histoire passionnante d'une famille maudite, le côté un peu shakespearien. J'ai mis la sensation générale de l'univers qui paraît gigantesque, avec une foule d'intrigues, de lieux, de personnages aux intérêts opposés. Bref, c'est ce que les anglo-saxons appellent le scope d'un film, son ampleur, si on peut dire. Donc voilà, c'est un film ample.
J'ai mis aussi donc la dépiction d'un univers où même tes plus proches peuvent te trahir à n'importe quel moment, ce qui installe un suspense constant. J'ai mis la façon que le film a de dépeindre des mafieux comme des chefs d'entreprise, donc des gens qui sont au boulot en fait, qui donnent même l'impression de pas forcément aimer leur boulot, mais faut le faire quoi. J'ai noté aussi donc toute l'évolution du personnage de Michael, dont je parle dans mon épisode du Bon Plan sur le sujet, mais voilà, avec cette sensation que le héros subit sa destinée, et j'aime bien ce personnage de héros beaucoup trop compétent pour une tâche dont il ne veut pas, mais qu'il assume par sens du devoir. Et sinon, j'ai noté toutes les scènes cultes, la scène avec la tête de cheval, la gestion de la tension dans la scène de l'hôpital, la séquence du baptême à la fin, qui est un modèle de narration qui est encore étudié, je pense, dans toutes les écoles de cinéma. J'ai noté toute la séquence de mariage dont j'ai parlé en long et en large dans ma vidéo. La scène de la mort de Sonny, la scène de l'annonce de la mort de Sonny à Vito Corleone, la scène de la mort de Vito Corleone, la scène de maltraitance de Connie par son mari, la scène des aveux du mari de Connie, la scène de la mort du mari de Connie, la scène de la réunion des 5 familles, la scène où Michael rend visite à Fredo à Las Vegas, la scène de la rencontre entre Michael et le père d'Apollonia, la scène de la mort d'Apollonia, et puisqu'on parle de la mort, j'ai noté aussi l'easter egg avec les oranges qui annoncent une mort à venir. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais regardez des vidéos, des articles là-dessus, c'est assez trippant. Forcément, j'ai noté la beauté de plan, comme celui que je vais sûrement vous mettre à l'écran. J'ai noté le plan final, qui est culte aussi, et dans le culte, j'ai mis des punchlines comme celle-ci. Leave the gun. Take the cannoli. Ou bien celle-ci, évidemment. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Et enfin, j'ai noté dans ce qui fait de ce film un grand film, la bande originale qui est incroyable et qui contient mon morceau préféré au monde. Donc voilà tout ce que j'ai noté pour Le Parrain. J'espère que ça répond à ta question, je pense que oui. Et si tu veux, on peut continuer à en parler en commentaire, parce que de ta question, je crois comprendre que tu trouves pas forcément ce film si bien que ça. Donc est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Je serais curieux de savoir. Voilà, donc on en a fini pour ce top 30. La prochaine vidéo, du coup, ce sera celle dans laquelle je vais vous annoncer quels seront les nouveaux formats que je proposerai sur la chaîne. Donc je vous avoue que j'ai forcément la pression, puisque c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que ça réussisse, j'espère être à la hauteur. Je crois en ce projet, mais je ne sais pas du tout comment ça va être reçu. Donc je vous dis toujours pas de quoi il s'agit, je suis désolé. Je pense qu'on continuera à parler de cinéma sur cette chaîne, puisque de fait je suis fan de cinéma. Donc je pourrais pas m'en empêcher, mais je comprendrai si beaucoup d'entre vous veulent partir. Je serais forcément déçu de vous voir partir. Donc j'espère que vous regarderez quand même les premières vidéos que je vais faire. Les premières seront forcément pas au niveau de ce que j'espère pouvoir produire, mais j'espère que vous serez quand même bienveillants à ce niveau-là. Donc je vous dis, je pense à la semaine prochaine pour la fameuse vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.